Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans ce nouveau BRK, celui du Mugello. Nous allons donc résumer, analyser un petit peu tout ce qui s'est passé au cours de ce week-end en Italie. Et honnêtement, cette vidéo va peut-être être un peu rapide car que ce soit en course sprint ou en course principale, seul Ducati a fait le spectacle. Donc nous allons voir tout ça. Bien sûr, nous allons traiter de tous les constructeurs un à un et ça commence malheureusement avec Yamaha. Ce week-end pour Yamaha, c'était cauchemardesque, catastrophique. Utilisez les termes que vous souhaitez, mais dans tous les cas, la performance n'était absolument pas là et ça commence mal dès le vendredi. On le sent, on manque de quelque chose. Miguel Oliveira qui passe à deux doigts de la Q2. Fabio Quartararo qui, comme d'habitude, est exceptionnel malgré une grosse frayeur dès le vendredi avec cette blessure à l'épaule. Ça a impacté le reste de son week-end, mais énorme performance, énorme effort de la part du pilote français en restant sur sa moto tout au long du week-end. Donc voilà, normalement, ça va un petit peu mieux, ça va se guérir assez rapidement. On attend un Fabio Quartararo au top de sa forme prochainement aux Pays-Bas. Mais sinon, concernant la moto, je vous l'ai dit, dès le vendredi, on sentait que ça manquait de performance et ça a continué au fur et à mesure de week-end. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, regardez les vidéos précédentes, j'explique les problèmes de la Yamaha. Mais ce week-end, c'était surtout du chattering, donc beaucoup de vibrations, peu de grip en sortie de virage sur le pneu arrière et ces hautes températures qui ne permettent pas forcément à la Yamaha de performer au maximum. Donc c'était compliqué. On se retrouve avec un résultat final en course principale désastreux. On va pas se mentir, avec un Miguel Oliveira qui termine top pilote Yamaha et 13e meilleure position pour Yamaha ce week-end. On va passer à autre chose. Week-end à oublier, on va chercher la performance. Au moins, ça permet à Yamaha de se reconcentrer et de chercher ce qui ne va pas. Un peu de manque de Vmax, beaucoup de chattering, des vibrations et un manque de grip à l'arrière sur les phases de réaccélération. Passons à Honda et vous allez voir, c'est plutôt similaire. Nous passons donc du côté de Honda. Luca Marini est toujours blessé, remplacé par Takaaki Nakagami, qui ne marquera pas de points cette fois-ci. Somkia Chantra est complètement perdu. Et on a donc Joan Mir et Johann Zarco pour tenir la baraque, comme on dit. Johann Zarco, malheureusement, week-end à oublier totalement après des week-ends plus exceptionnels les uns que les autres. On sent une petite phase de descente. C'est normal, les circuits changent, on retrouve un peu la performance de base, on retrouve un peu la hiérarchie normale en termes de performance pour les motos et on voit la Honda qui galère tout comme la Yamaha. Un peu de manque de puissance moteur, que ce soit en sortie de virage jusqu'à la vitesse max, un peu de manque de grip à l'arrière comme pour la Yamaha et malgré ce super train avant chez Honda, on manque de vitesse, on manque d'une moto complète, surtout sur un circuit aussi technique que le Mugello. Donc c'était très compliqué pour les pilotes Honda de performer tout au long du week-end. Et on l'a vu, aucun des pilotes n'a réussi à performer. Même si, Joan Mir, honnêtement, on est sur une phase ascendante. Si on a un Johann Zarco qui part deux fois la faute lors de ce week-end au Mugello, on a un Joan Mir qui va encore une fois terminer la course et qui va encore une fois chercher des gros points pour Honda. C'est le Joan Mir que j'attendais, c'est le Joan Mir que tout le monde attend. Pilote officiel chez Honda, peut-être qu'il sent une certaine pression pour son contrat futur, mais en tout cas, il est en train de se réveiller très clairement et les résultats sont positifs car depuis deux week-ends, il est le meilleur pilote Honda et si ça continue comme ça et qu'il termine les courses, on peut s'attendre à pourquoi pas un podium de Joan Mir dans les prochaines semaines, même si ne nous emballons pas trop vite et passons à la suite et la suite, c'est KTM. Alors là, chez KTM, tout s'annonçait très bien jusqu'au samedi matin, jusqu'à la Q1, Q2. Reprenons depuis le début. Nous arrivons le vendredi. On peut se dire Mugello, très longue ligne droite, ça va faciliter la KTM, la puissance moteur, la vitesse max, c'est positif. Mais par contre, à côté de ça, on a un circuit très technique avec des montées, de la descente, beaucoup de dénivelé. C'est compliqué, il faut une moto complète, vive, un peu tout l'inverse de la KTM, précise et facile et qui tient ses pneus parce qu'on le sait, il va faire très très chaud.
Donc là, très clairement, c'est pas le point fort de la KTM, mais pourquoi pas. Et en plus, ça commence très bien, une bonne FP1 de tous les pilotes. En practice, on a un Maverick Viñales qui est exceptionnel, on a un Pedro Acosta qui est dans le coup. Mais dès la Q1, Q2, on se rend compte qu'on n'est pas totalement au top chez KTM. Premièrement, on a un Maverick Viñales, encore une fois en qualif, qui sait faire, qui réussit à performer réellement et qui place la moto 5e. Derrière, on a Acosta qui passe encore une fois à côté un petit peu de sa qualification, P8, et derrière, c'est encore plus loin pour Binder et Bastianini, n'en parlons pas. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a une stratégie alternative. On a une stratégie alternative dès la course sprint pour les deux pilotes KTM officiels, donc Brad Binder et Pedro Acosta, qui vont partir avec ce pneu hard à l'avant. Ils se sentent mieux, ils se sentent plus confiants, il faut faire tenir les pneus dans la durée, même si ce n'est qu'une course sprint, alors que tous les autres pilotes mettent le medium. Chez KTM officiel, en tout cas, on part avec le hard, parce que oui, Viñales, lui, a choisi le medium. Première chute de Brad Binder qui va emporter Johan Zarco. Deuxième chute de Pedro Acosta qui est un petit peu hors trajectoire, peut-être aussi un peu de manque de température en début de course dans ce pneu hard. Je ne pense pas honnêtement vu les conditions, mais un peu hors trajectoire, un peu peut-être trop de vitesse à cet endroit-là. Et on part à la faute. Voilà, la stratégie alternative qui ne fonctionne pas du tout. Un Viñales un peu en difficulté sur la fin de course sprint, mais honnêtement, c'était plutôt pas mal tout le long. Et encore une fois, exemplaire le pilote espagnol. Et on passe au dimanche, course principale et rebelote. Rebelote chez KTM officiel, le pneu hard à l'avant, en tout cas pour Pedro Acosta. On met ce pneu hard parce qu'on sent que c'est la chose qu'il faut faire, on sent que c'est la bonne solution. Il faut tenir les pneus absolument chez KTM, on le sait, la moto les dégrade énormément, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Et alors dans ces conditions chaudes, c'est encore pire, c'est peut-être la pire moto en termes de dégradation, même si la Yamaha était vraiment très compétitive ce week-end sur ce point-là. Et voilà, donc Pedro Acosta qui choisit le pneu hard. Et ça fonctionne pas forcément parce que la course, on voit une dégringolade dès le début, on n'arrive pas à suivre les Ducati qui sont devant et ensuite on se fait reprendre par les Aprilia qui performent beaucoup plus et qui vont bien plus vite en fin de relais. Donc voilà, les KTM en difficulté, que ce soit Acosta et Binder qui vont finir en bas de ce top 10 et on a ensuite un Maverick Viñales malheureusement qui va se faire pulvériser par Franco Morbidelli. Fin de course pour Viñales à ce moment-là. C'est dommage car il aurait pu être largement le meilleur pilote KTM ce week-end avec beaucoup de points engrangés. Mais encore une fois, de la malchance chez KTM, un manque de performance clair et net entre la dégradation des pneus qui est tout juste énormissime et en plus une moto qui ne performe pas dans certaines conditions et surtout sur ce type de tracé où il faut encore une fois de la facilité et une moto très complète. Passons à Aprilia qui eux pour le coup ont fait un bien meilleur week-end et qui progresse à vue d'œil. Les Italiens ont été très bons ce week-end car oui, dans le top 7, on a 7 motos italiennes. La première moto non italienne, c'est la KTM de Pedro Acosta en 8e position. Mais mis à part ça, beau travail chez Aprilia et chez Ducati. Alors chez Aprilia, pourquoi on a réussi à performer ce week-end? Toujours pas de Jorge Martin, toujours un Lorenzo Savadori qui finit au fond du classement, mais ça c'est pas très grave. Par contre, on a le retour d'Ayogura qui est plutôt bon, on se remet dans le rythme, c'est un circuit compliqué le Mugello en MotoGP, beaucoup de changements d'angle, beaucoup de vitesse, très technique, faut s'adapter et on l'a vu, on a eu aussi un Fermin Aldeguer un peu en difficulté, donc les rookies c'était vraiment pas simple ce week-end, même si Aldeguer on en revient juste après. Et à côté de ça, on a Marco Bezzecchi à domicile et un Raúl Fernandez qui honnêtement fait un très bon week-end. Dans l'ensemble, on en attend un petit peu plus, mais là c'est vraiment un top résultat pour le pilote espagnol. La Aprilia a fonctionné bien malgré cet énorme freinage à San Donato, donc le premier virage après cette ligne droite à 350 km/h. La Aprilia se comporte bien, une moto facile, une moto qui n'use pas trop les pneumatiques et une moto qui est stable dans les longs virages, agile quand il le faut, avec le bon setup. Donc franchement, Aprilia, du bon boulot. Faut remettre en contexte aussi, hein, ils se prennent une pilule, ils se prennent une tempête par le top 4 Ducati qui est devant. Il n'y a aucune difficulté pour Ducati à battre tous les autres sur la grille, mais Aprilia, ce week-end, était très clairement et de loin le meilleur des autres. Donc voilà, très bon week-end, bravo Marco Bezzecchi, belle gestion des pneus, belle gestion de la course, des beaux dépassements au bon moment et un bon week-end de Raúl Fernandez qui est très critiqué à juste titre, mais cette fois-ci c'était très bien. Maintenant il va falloir réitérer
cet exploit. Bon, c'est pas vraiment un exploit de terminer en 7e position, mais il va falloir réitérer ce résultat sur les courses à venir pour essayer d'avoir un contrat en MotoGP dès l'année prochaine. Passons à Ducati parce que chez Aprilia, on a eu 2 pilotes qui ont été performants et il n'y a pas grand chose de plus à dire. Une bonne moto, de bons setups et de bons pilotes, c'est ça la recette pour marquer de bons points. Et comme d'habitude, nous allons finir cette vidéo avec Ducati qui est revenu très clairement au top. Si on pouvait s'attendre, comme je le disais la dernière fois, à une petite fin de domination de Ducati, peut-être les autres constructeurs qui arrivent, voilà, il suffit des conditions un peu plus normales et un peu difficiles aussi pour que les autres motos soient mises à rude épreuve et que Ducati, avec une moto aussi complète et performante, réussissent à dominer la catégorie du vendredi jusqu'au dimanche. Et on va parler bien sûr de Marc Marquez, mais ça on garde ça pour la fin, pour les fans du numéro 93. Il y a plusieurs choses à dire. Chez Ducati, une moto complète comme d'habitude, stable, rapide, avec un super moteur, une dégradation des pneus qui n'est pas ultra forte. Tout est bien chez Ducati, le package général de la moto est plus que complet et plus que bon, et ça vous le savez, on le répète depuis début 2024 maintenant, et ça se confirme aujourd'hui dans ces conditions très chaudes et sur ce circuit très technique du Mugello. Donc c'est toujours intéressant de voir ça, la Ducati qui évolue dans ce genre d'environnement bien mieux que toutes les autres motos, et surtout on l'a vu pendant la course principale, les écarts étaient stratosphériques entre les pilotes Ducati et le reste du plateau. Un grand bravo aux ingénieurs italiens qui, encore une fois, nous montrent que quand les conditions sont à peu près normales, voire un peu difficiles avec la chaleur et ainsi de suite, la moto résiste bien, pas de problème de fiabilité, pas de trucs bizarres, même si Fermin Aldeguer a été victime de plein de petits problèmes en tout genre durant tout le week-end. Entre l'électronique, la moto qui débarque pas, ceci, cela, en qualif c'est compliqué, on peut pas ressortir. Donc Fermin Aldeguer, week-end malchanceux. En plus de ça, ça manquait un peu de rythme, un peu de performance sur l'ensemble du circuit et sur l'ensemble des séances. Mais c'est pas très grave. On attend un peu plus. C'est vrai qu'à la mi-saison, je me dis que si Aldeguer pouvait jouer plus régulièrement le top 6-7, ça serait pas mal au vu de la moto et des objectifs de l'équipe qu'on pourrait se fixer. Mais pour l'instant, restons calmes. C'est un rookie, même s'il a une GP 24. Alex Marquez, lui, son coéquipier, rien à dire, comme d'habitude, P2, même si en qualification, on prend cette petite P3, mais Mister P2 est toujours au rendez-vous. Juste waouh, Alex Marquez, un exemple de régularité finalement depuis le début de cette saison. Il manque ce petit quelque chose, mais là, que ce soit dans la bataille en course principale ou en course sprint, il a réussi à se défaire du pilote italien Francesco Bagnaia et toujours être capable de gérer ses pneus malgré la pression et faire les dépassements au bon moment pour avoir de l'air libre et du clean air finalement pour refroidir un petit peu cette moto et gérer sa course au mieux. Autour d'Alex Marquez, nous allons retrouver Franco Morbidelli qui a eu un week-end un petit peu compliqué en dents de scie. Voilà, on attendait peut-être un petit peu mieux du pilote italien. Fabio Di Giannantonio qui lui a eu un début de week-end, c'était pas facile, mais en course principale, comme souvent, on voit le pilote italien qui est capable de gérer sa course, ses pneus et finir assez fort pour aller même chipper cette 3e position à Francesco Bagnaia. Et voilà. Donc franchement, très bonne performance de Fabio Di Gia qui vient sécuriser un nouveau podium et qui nous montre ses capacités à gérer sa course, ses pneumatiques, faire les dépassements au bon moment parce que ce dépassement sur Francesco Bagnaia entre Casanova et Savelli, c'est exceptionnel, il y a de la réussite un petit peu, mais il y a surtout de l'audace, une tentative magnifique qui se termine par un superbe dépassement pour le podium face à un pilote italien, donc il fallait pas se louper. Mais voilà, c'est parfaitement réussi. Après, on distance Bagnaia qui a complètement lâché prise. Et on n'était pas loin, honnêtement, d'aller chercher Alex Marquez. Je pense qu'on rajoutait 2-3 tours. Il y avait une possibilité de bataille entre DJ et Alex Marquez parce que, on l'a vu, le pilote italien n'a pas été impliqué dans cette bataille de début de course et a pu réellement gérer son rythme tout au long de celle-ci. Donc voilà, super livré par ailleurs de la VR46. C'est ce qu'on attend d'une livrée en one shot à domicile au Mugello. Des couleurs, ça pète. C'est beaucoup trop pour être une livrée toute la saison. Mais honnêtement, c'est beaucoup mieux que cette livrée jaune fluo et blanche. J'ai trouvé ça magnifique. Les combis sont super. Prima Pramac nous a fait un petit truc aussi. Je sais même plus si Aprilia nous a fait un truc. Mais dans tous les cas, c'était un peu moins stylé. C'était un peu moins voyant aussi.
Mais voilà, donc super livré de la VR46. Francesco Bagnaia, lui pour le coup, week-end difficile, Oui, on a cette P2 en qualif, c'est très bien. En course sprint, on sent qu'il y a un petit truc au début, mais ça s'écroule vite. Comme d'habitude, pas de feeling à l'avant, moins de performance, ceci, cela, on se répète et on se répète depuis le début de l'année. Mais c'est toujours les mêmes problèmes pour Francesco Bagnaia, même si ça s'améliore. Donc on va chercher ce podium pour la 800 millième fois consécutive. On a un Marquez Bagnaia en course sprint. Et en course principale, quelle bataille. Alors là, j'aimerais dire merci Bagnaia, merci Marquez, merci Alex Marquez pour cette bataille de début de course, car on a eu 6-8 tours de folie totale. Et encore une fois, quand Marquez et Bagnaia sont impliqués dans une bataille, c'est propre. Francesco Bagnaia est un pilote propre avec qui, à chaque fois, il y a des batailles qui se terminent bien. C'est honnêtement très très fort de la part de Francesco Bagnaia, qui laisse toujours l'espace où il y a du contact, mais c'est fair play. On va chercher les espaces. On a un Marquez, comme à son habitude, qui est un peu plus agressif que Francesco Bagnaia dans certaines manœuvres, mais c'est magnifique. Donc merci les pilotes Ducati pour nous avoir fait vivre ce spectacle. C'était une grosse prise de risque pour les frères Marquez parce que eux n'avaient pas besoin d'aller réellement chercher cette première position dès le départ, contrairement à Bagnaia qui savait qu'il avait moins de rythme que les autres. Alors là, on est entré dans une bataille et après, il fallait tenir les pneus qui ont été très vite agressés en début de course et c'était compliqué et on l'a vu en fin de course, hein, le rythme s'est vraiment écroulé dans les 5-6 derniers tours. On perdait 2 dixièmes par 2 dixièmes à chaque tour, même pour Marc Marquez qui était devant. Et ensuite, on a eu un Francesco Bagnaia qui a totalement lâché prise. Et le dernier, bien évidemment, Marc Marquez. Que dire de plus de ce monsieur, de cette légende du sport très clairement, sans pole position, monsieur 93 avec 93 victoires maintenant, pole position, victoire en sprint, victoire en course principale, record du tour au Mugello, juste waouh, juste incroyable. Je ne sais même plus comment dire, je ne sais même plus comment m'exprimer. Quand je vois ça, je suis simplement fasciné par le pilotage, par la facilité. Quand il y a de la bataille, on gère. Quand on oublie d'activer, enfin quand on se rate un petit peu sur l'activation du launch control, on gère quand même, on rate totalement le départ, mais dès le virage numéro 2, on est déjà revenu à la P4, il n'y a pas de problème. Quel week-end de la part de Marc Marquez, exemplaire en tout genre, en tout sens, enfin bravo, juste bravo, une légende très clairement, injouable tout simplement. Je sais pas quoi dire. C'est un peu déprimant pour le championnat. 40 points d'avance maintenant pour Marc Marquez face à son frère. Une centaine de points d'avance sur Francesco Bagnaia. Il n'y a plus rien à faire pour l'arrêter. Mais bon, on a déjà connu cette période avec Marc Marquez. On l'a connu aussi avec Valentino Rossi pour ceux qui étaient là dans les années 2000. Mais c'est comme ça. C'est les légendes qui marquent le sport. Passons à la Moto 2, Moto 3. J'ai pas grand chose de plus à dire. Et si, peut-être aussi, la livrée Ducati officielle, magnifique aussi. Moins sur une moto, je trouve, mais si tu mets Combi plus la moto dans un musée, je trouve que l'œuvre d'art est splendide. Voilà, passons Moto 2, Moto 3. La Moto 3, mais alors là, comment mieux lancer un week-end de course, enfin un dimanche de course qu'avec une course Moto 3? Waouh! Une bataille à 21 pilotes pour la victoire. Oui, après, il y a une petite chute. On se retrouve à une bataille à quasiment 12 pilotes pour la victoire. C'était n'importe quoi. On arrive des 6 de front en fin de ligne droite à San Donato. On arrive avec des dépassements dans tous les sens. Et à la fin, c'est le petit protégé des frères Marquez, Maximo Quiles, qui va s'imposer pour rien du tout devant l'autre rookie, Alvaro Carpe. Ces deux rookies-là, depuis le début de saison, ils nous font des choses exceptionnelles. Donc franchement, waouh, il y a du niveau, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à voir. Allez regarder la course Moto 3 si vous ne l'avez pas vue, parce qu'on a eu de superbes batailles. Derrière, voilà, pas grand chose à dire de plus. De la bataille, Rueda est toujours dans le coup, même s'il manque un petit peu ces 2 derniers tours, on va pas se mentir, il est parti de très loin, 5 tours avant la fin. Il a fallu remonter, mais les dépassements sont là. C'est toujours impressionnant de voir Rueda en action dans ces derniers tours, parce qu'il est capable d'avoir ce petit quelque chose en plus que les autres pilotes. Et on a surtout un Piqueras que je trouve un peu en perdition. Il manque quelque chose. Bon, il n'y a pas de chance dans ce dernier virage où il va se mettre un peu à l'extérieur, se faire doubler ensuite par Furusato et ainsi de suite et perdre pas mal de place dans le virage Bucciné qui est le dernier virage de ce circuit. Mais voilà, en Moto 2, très belle bataille entre Morera et Aaron Canet. Bon, le passage de Canet devant Morera au moment de passer la ligne est mérité. On a vu un Morera très agressif, aller vraiment chercher le contact par moment.
Mais voilà, c'était super, c'était très sympa, même si je vous l'avoue, la course de Moto 2 est beaucoup plus calme dans l'ensemble. Et il s'est passé que quelques trucs pour la bataille au podium à la fin, mais sinon on a eu un Manuel Gonzalez et un Albert Arenas qui ont complètement géré leur course, que ce soit au niveau du rythme et des pneus, c'était très bien de leur part. Gonzalez qui s'impose et qui revient très clairement comme numéro 1 dans ce championnat Moto 2 après quelques difficultés sur les derniers week-ends, mais très intéressant, donc n'hésitez pas à aller voir ça aussi si vous ne l'avez pas vu, même si c'est vrai que c'est pas la course de l'année en Moto 2. Par contre, en Moto 3, il faut aller voir parce que dans les premiers tours, les batailles à 21 pour la première place, vous ne verrez ça nulle part ailleurs. D'ailleurs, dites-moi un sport, peut-être n'importe quel sport, un sport où il y a 21 individus différents qui se battent pour une seule et même place. Donnez-moi un sport où c'est aussi serré. Je n'en connais pas, j'ai cherché, je me dis le foot, ça n'a rien à voir, c'est deux équipes qui s'affrontent. Le marathon, par exemple, il y a plein d'individus, mais ils se battent pas réellement pour une première place. Et dans les derniers tours, ils sont pas à 6 de front à chaque fois qu'il y a un virage ou une ligne droite. Donc je ne sais pas, peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y en a plein, mais dites-moi en commentaire si vous avez une idée. En tout cas, merci d'avoir regardé ce BRK sur le Mugello. Je vous dis à la prochaine. C'était Théo. Ciao, ciao.